Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la Lune gibbeuse. Ce soir, j'aimerais vous lire un extrait d'un de mes livres préférés. Vous ne le trouverez pas dans le commerce. C'est un livre un peu spécial. Il s'agit du journal personnel de Robert Hatchie. Robert est un bon ami qui m'a généreusement confié cet ouvrage. Et ce soir, je voudrais vous lire l'entrée du mardi 25 mai 1937. J'ai revu cette femme. J'ai revu cette femme aujourd'hui et je n'arrive pas à dissocier sa présence de l'horreur dont j'ai été témoin. Aujourd'hui, peu avant l'heure du déjeuner, j'avais rendez-vous avec Bernard Barrault, un confrère travaillant pour le cabinet Abson, qui avait été le seul à montrer un intérêt à racheter mon portefeuille d'actions de la société Hobbitant. Je l'ai accueilli à l'agence avec soin pour m'assurer de ses bonnes dispositions à traiter notre affaire. Mais rapidement après le début de notre entrevue, j'ai compris que les termes de son offre étaient inacceptables, et allaient bien au-delà de ce que je pouvais encaisser comme perte sans mettre en péril mon activité et ma réputation. Face à mon refus, son attitude s'est muée d'une cordialité toute professionnelle en une moquerie sans élégance. J'ai rapidement perdu mes nerfs et lui ai intimé de quitter mon bureau sur l'instant. J'ai violemment claqué la porte derrière lui. D'une humeur massacrante, j'ai décidé de sortir faire quelques pas afin de retrouver mon calme. Mais c'était peine perdue. Plus je marchais d'un pas rapide vers le quartier de la Guillotte, plus ma colère bouillonnait en moi. Sans vraiment y prêter attention, j'ai rapidement dépassé le carrefour de la Croix de Bois, alors que de sombres nuages annonçaient l'arrivée toute prochaine de fortes ondées. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas fait attention, et sans le vouloir, j'ai bousculé une femme qui sortait d'une boutique. Je me suis grossièrement excusé sans réellement interrompre ma route, quand la femme m'a interpellé, en m'appelant par mon nom. « Mais c'est un plaisir de vous revoir, monsieur Hatchie, » m'a-t-elle dit. Je m'arrêtai et me retournai immédiatement pour découvrir qu'il s'agissait de la femme que j'avais rencontrée il y a quelques jours. Elle portait un manteau bleu en prévision de la pluie attendue, et son grand chapeau m'avait caché son visage l'instant d'avant. Ses grands yeux noirs me fixaient. Je ne sais pas si elle affichait un sourire contenu ou bien un rictus moqueur. Peu importe. J'ai ôté mon chapeau pour m'approcher et lui présenter des excuses en due forme. J'ai d'abord ressenti une grande gêne en sa compagnie, et mon sentiment s'est changé rapidement en un embarras lorsqu'elle m'a dit qu'elle accepterait mes excuses si je l'invitais à prendre un verre. Quelle audace quand j'y repense. Et je n'ai rien su dire pour lui répondre. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, je tirai une chaise à la terrasse d'un café pour qu'elle s'assied. Je me suis alors rappelé la manière très cavalière dont je l'avais abordée la dernière fois, et je lui dis ma confusion en réalisant que je ne lui avais même pas demandé son nom. Elle me répondit qu'elle s'appelait Elisabeth, Elisabeth de Crélando. Nous avons alors discuté et j'en ai profité pour poser beaucoup de questions à mademoiselle de Crélando. Je pense que j'étais bien heureux de trouver quelqu'un à qui parler pour oublier un petit peu ma déconvenue professionnelle. Elisabeth est la fille de Fernando de Crélando, un homme d'affaires espagnol qui, après avoir fait fortune aux Amériques, était revenu s'installer en Europe. Elle avait visiblement hérité du goût de son père pour les affaires, et après avoir obtenu un diplôme d'université américaine, elle l'avait suivi à Paris. Dans une mentalité très américaine, elle avait eu l'idée de développer les investissements de son père et de partir elle-même à la recherche d'affaires prometteuses dans notre ville. Elle s'est alors enquis de ma situation, disant qu'elle se souvenait de mes paroles de l'autre nuit et de mes difficultés. En l'écoutant, un sentiment de familiarité m'envahit, et lorsque ces interrogations sont venues, je me suis senti en présence d'une personne de confiance, à qui je pouvais parler sans crainte. Je lui ai alors raconté les développements de ma situation et de mes affaires, avec la déconfiture annoncée de la firme Hobbitant. Je poussai la confidence jusqu'à lui avouer que je commençais à désespérer de la situation. Mademoiselle de Crélando a alors fixé son regard dans le mien. « Nous pourrions mutuellement nous aider et tirer profit d'une association,
me dit-elle d'un ton des plus sérieux et grave. Elle me confia alors qu'elle venait de mettre fin à un partenariat avec un armateur de la ville, partenariat qui s'était fort mal conclu, et qu'elle était à la recherche d'un nouvel associé. Voyez-vous, mes partenaires, ou plutôt ex-partenaires, se sont fort mal conduits à mon égard. La situation de leur compagnie était désespérée lorsque j'ai proposé de les rejoindre et de mettre à profit mes capitaux et mes connaissances. En un peu plus de 4 ans, les stigmates de la dépression économique ont disparu et la compagnie a connu un succès d'affaires impensable jusqu'alors. Mais leur avidité et leur chauvinisme ont eu vite fait de prendre le dessus sur leur jugement. Ils ne supportaient pas qu'une personne étrangère, une femme de surcroît, interfère avec leurs affaires. Ils n'ont pas honoré leur partie de notre accord et ont tenté de me congédier sans me rendre mon investissement ni ma part des revenus gagnés pour mon savoir-faire et mes idées. Mais c'est mal me connaître, et je peux vous assurer que d'ici quelques jours, j'aurai récupéré mon dû. Alors, monsieur Hachi, si vous êtes intéressé, nous pourrions nous mettre en affaire. Je suis resté assez surpris par cette soudaine proposition. J'ai cherché à en apprendre davantage sur le partenariat qu'elle me proposait. Mais elle a sorti une montre de son manteau et me dit qu'elle souhaitait rentrer chez elle avant que l'orage n'éclate. Je regardais l'heure à mon tour. Il était 5 heures passées. Comment était-ce possible? Nous avions parlé pendant presque tout l'après-midi sans que je m'en aperçoive. Mademoiselle de Calando a pris congé en promettant de venir me voir à l'agence sous peu. Elle avait l'air décidée et d'avoir anticipé les choses, car quand j'ai voulu lui remettre ma carte professionnelle, elle m'a indiqué qu'elle connaissait déjà l'adresse. Elle est partie vers le nord, en direction du grand magasin, et j'ai pris la direction opposée pour retourner à l'agence. À ce moment, le ciel était très sombre, et ce n'était qu'une question de minutes avant qu'une averse ne démarre. Déjà, j'entendais le bruit du tonnerre au loin. Je n'avais pas pris de manteau, et alors j'ai décidé d'emprunter la rue des Échevins pour gagner quelques minutes. C'est un coupe-gorge que j'évite habituellement, car son extrémité va en rétrécissant, jusqu'à ne laisser qu'un étroit passage pour en sortir, à peine assez large pour une seule personne. Avant de m'y engager, j'ai jeté un œil. La rue était dégagée. Seuls 2 clochards étaient allongés contre un mur, probablement assoupis ou bien ivres-morts. Je me suis avancé dans la ruelle d'un pas rapide. J'avais parcouru la moitié de la distance quand j'ai entendu derrière moi. « Monsieur! Monsieur !» Sûrement un des clochards réclamant une pièce. J'ai accéléré mon pas. « Monsieur! Attendez, monsieur !» J'étais presque sorti de la ruelle quand j'ai senti une main essayer de m'agripper par l'épaule. « Attendez !» Je me suis dégagé d'un grand geste brusque et je me suis retourné. Ce n'était pas un des clochards qui m'avait suivi. Devant moi, un homme, pas très grand, avec des traits burinés et le teint hâlé d'un marin. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi, mais j'ai la certitude de l'avoir déjà rencontré quelque part. À part ses grandes mains, il n'était pas physiquement impressionnant, mais ses yeux étaient brillants, comme sous l'effet de l'alcool ou de la fièvre, ce qui lui donnait un air dangereux. « N'ayez pas peur, je vous veux pas de mal, il faut que je vous parle », déclara-t-il dans un souffle. « Laissez-moi tranquille, je n'ai rien sur moi et quoi que vous ayez à vendre, je ne suis pas intéressé. »« Vous comprenez pas, je vous ai vu parler avec cette femme. Fuyez-la, par la Vierge, pour le salut de votre vie et de votre âme, fuyez-la tant que vous le pouvez. »« Laissez-moi, pauvre fou !» ai-je crié, en tentant de m'écarter et de fuir par l'étroite sortie. Les 2 énormes mains de l'homme me saisirent alors par le veston et il me plaqua brutalement contre le mur, faisant tomber mon chapeau. J'ai senti les fines gouttes de la pluie sur mon visage tandis que le sien se rapprochait, marqué d'une expression de rage qui le rendait effrayant. J'ai essayé de me défaire de l'étreinte, mais cet homme était bien plus fort que moi. « Elle les a tués. Elle a lâché ses chiens de l'enfer après eux et ils les ont taillés en pièces. » Des larmes coulaient le long de ses joues. « Que vous a-t-elle dit par le Christ? Je dois savoir. Que vous a-t-elle dit ?» En appuyant mon dos sur le mur, j'ai réussi à repousser mon agresseur d'un grand coup de pied.
Je n'avais pas eu le temps de fuir qu'il avait déjà repris son équilibre et était prêt à se jeter sur moi comme un forcené. Et c'est alors que tout s'est enchaîné à une telle vitesse que je ne parviens toujours pas à croire ce que je vais décrire. L'élan de l'homme a été interrompu lorsqu'un formidable coup de tonnerre s'est fait entendre. « Non! Non, 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 non !» cria cet homme en regardant soudainement vers le ciel noir. Et puis, en un instant, la pluie s'est mise à tomber. Une pluie torrentielle. L'homme a porté les bras autour de sa tête, comme pour la protéger de la pluie, et a poussé un cri. Seigneur, je crois qu'il me hantera jusqu'à la fin de ma vie. Un cri de douleur déchirant, à peine atténué par le bruit de la pluie battante sur les pavés de la rue. Il a tourné les talons et s'est mis à courir à travers la ruelle. Il a glissé sur les pavés mouillés et s'est étendu de tout son long sur le sol. J'assistais médusé à ce spectacle. Nous étions seuls, plus de traces des deux clochards. L'homme hurlait toujours et se convulsait au sol. Je me suis avancé. Je voulais comprendre ce qu'il se passait et chercher quelqu'un, n'importe qui, pour alerter un agent de police. Mais tandis que je m'avançais, les cris se firent de moins en moins distincts. Et quand j'avais atteint le niveau de l'homme, à terre, il ne ressemblait plus qu'à des grognements ou à des bruits de gorge. Progressivement, il était parvenu à se mettre à quatre pattes. Et quand je le dépassais pour voir son visage, j'ai compris pourquoi les cris avaient changé. Mon Dieu, le visage de l'homme n'avait plus rien d'humain. Il avait comme fondu, et sa mâchoire pendait, allongée, étirée, le menton à quelques centimètres du sol. Sa bouche distendue laissait apparaître les quelques dents qui n'avaient pas disparu et formaient un énorme trou dans la face de l'homme. La peau de son cou paraissait déborder de son pull en d'immondes replis couleur chair. La moitié gauche de son visage coulait le long de sa tête, emportant son œil et son nez. Il m'a fait l'effet d'une figure de cire trop rapprochée d'une flamme. Il a tendu le bras droit dans ma direction, implorant de l'aide dans un grognement grotesque, et je suis resté figé sur place. Sa main, celle qui m'avait empoigné avec tant de force quelques instants plus tôt, n'était plus qu'un amas informe qui pesait au bout de son bras tordu. Puis, son dos s'est effondré, comme une masse inerte, et ce qui avait été un homme s'est étalé par terre. Je suis resté immobile. Je crois que c'est au moment où j'ai vu les chairs se répandre sur les pavés comme un liquide poisseux que mes jambes ont fait ce que mon esprit était incapable de faire. Me retourner et partir en courant sous l'averse. J'ai couru, en criant à l'aide, en sortant de la ruelle, puis pendant une autre rue, puis une autre, et encore une autre, avant d'apercevoir la casquette d'un agent de police. J'ai hurlé « À l'aide ! Il y a un homme qui vient de mourir, aidez-moi !» L'agent a essayé de me calmer, mais devant mon hystérie, il m'a ordonné de l'amener sur le lieu de la mort. Nous sommes partis en courant, l'averse continuait à tomber. Quand nous sommes arrivés, il ne restait plus rien du corps de l'homme qui m'avait agressé. Plus rien. Ses vêtements étaient par terre, trempés et disposés là où le cadavre aurait dû se trouver. Mais aucune trace du corps, ni du liquide visqueux qui l'avait remplacé. « C'est une plaisanterie ?» me demanda l'agent. « Il y avait quelqu'un ici. Il m'a agressé en tenant des propos délirants à propos d'une femme. Puis il s'est mis à pleuvoir. Et puis... Oh mon Dieu. Il est tombé. Et il a fondu. Là. Juste là. Son œil pendait le long de sa joue et il s'est effondré. Là. Juste ici. Monsieur, vous devriez rentrer chez vous. Je sais pas ce que vous manigancez, mais si vous continuez, vous allez avoir des problèmes. J'ai d'autres choses à faire que m'occuper des fous qui cherchent à ameuter tout le quartier. Mais je... Un mot de plus et tu finis au poste. Et crois-moi, on aura une longue conversation. Il avait prononcé ces mots en portant la main sur la matraque qui pendait le long de son manteau.
Il pleuvait toujours. J'étais transi de froid et complètement trempé. Il était clairement inutile d'essayer de convaincre l'agent de ce qui s'était passé. J'étais seul dans la ruelle quand l'horreur s'était produite. J'ai encore moi-même toutes les peines à croire que quoi que ce soit de cela était réel. Je me suis retourné et j'ai fui la scène d'un pas rapide, presque en courant. Je suis rentré à l'agence, sous la pluie encore battante. Intriguant, n'est-ce pas? Ce cher Robert a une vie pleine de surprises, et je me régale toujours à lire le compte-rendu de ses histoires. Il y a tellement d'autres choses que Robert Hatchi pourrait nous raconter, mais ce sera pour une prochaine fois.